Merci Arsène. Et là, on va passer au deuxième banque assureur, donc la Rabobank. Je vais appeler M. Morel qui va aussi nous parler de son expérience, les contraintes. Je pense que comme Frissure avait laissé la primeur, parce que je vais dire de plus que lui, on va se répéter. Donc on peut peut-être passer aux questions-réponses. D'accord, ça va. Alors le public, donc vous avez des questions par rapport à la banque assurance. Si vous vous posez des questions aujourd'hui, vous avez l'occasion d'avoir les acteurs qui sont là, qui peuvent vous donner des réponses directement. Il y a des questions. Le FPM, vous êtes là pour l'accompagnement. Vous n'avez pas des questions? Lorsqu'il y a une synergie entre deux sociétés, chacune d'entre elles a sa propre vision de la clientèle. À partir du moment où un partenaire sait ses produits, il sait aussi le contrôle sur ses produits quelque part. Et l'image de marque que ça va donner. Un client qui contracte un produit d'un assureur, avec qui vous êtes en partenariat chez vous, si au moment du process de vente, les choses ne sont pas bien faites, c'est l'image aussi de ce dernier qui se retrouve impacté. Donc il y a un risque là-dessus. Donc je veux savoir comment est-ce que vous envisagez, comment vous faites pour gérer ces risques d'image de marque. Qui font de la banque assurance ensemble sont des sociétés du même groupe, donc d'une part un mélange de raisons, mais lorsqu'on déploie des solutions ensemble, on ne prend pas quelque chose de tout fait, on déploie dans notre système et sur lequel il n'y a aucun reporting qui est fait à l'assureur. Ce sont des projets qui sont pilotés de manière commune pour que les produits qu'on puisse proposer à notre clientèle leur correspondent, que le discours commercial qu'on puisse développer auprès de notre clientèle corresponde aussi à ce que l'assureur met en avant. Et après, en termes de reporting sur les produits qui sont vendus et le contrôle qualité un petit peu de ce qui est fait, il y a beaucoup de relations et de liens qui perdurent avec l'assureur. Ce sont des projets, il y a chez nous par exemple quelqu'un qui est chargé de la banque assurance, donc qui est en lien permanent avec l'assureur. Donc c'est vraiment tailor-made un petit peu comme on dit. On n'a pas pris quelque chose de tout fait qu'on a déployé pour les clients de la banque. On a notre propre connaissance des clients. Et sur base de ces connaissances, on design avec l'assureur quelque chose qui va correspondre à nos clients. Si demain Rossure commercialise des produits d'assurance avec une autre banque, certainement il y aura un léger twist ou des choses différentes qui seront amenées parce que les clients ne seront pas les mêmes. Donc Rossure, avec chacune des banques avec lesquelles ils vont collaborer, ils vont faire quelque chose de spécifique. Et donc nous, quand on a collaboré avec eux, on a fait quelque chose de spécifique pour nos clients. Et je pense qu'en le faisant dans ce sens-là, ça préserve et leur image et la nôtre. Merci. Je pense que mon collègue de la Rabobank a déjà dit le mot, mais je dirais pour la partie TMD, l'une des raisons qui nous a poussé à pouvoir également commencer par une expérience en interne avec Affosio, c'était de pouvoir également tester et de voir les limites. Parce qu'en commençant avec une entité à laquelle vous êtes associé, partenaire, ça permet en fait de mieux dimensionner, de voir les différentes pièces et pouvoir y travailler. Mais je dirais bien au-delà de ça, les banques avaient déjà anticipé, parce qu'aujourd'hui on parle de la banque assurance, mais avant ça, les banques se sont lancées déjà sur le mobile banking. C'était quasiment une expérience, pas peut-être à la même échelle, mais également on rendait bien compte que le service est dépendant également des telcos, celui des telcos. Si le service de telco n'est pas bon, vous allez donc subir. Et quelque part, c'est une expérience qui avait déjà servi pour commencer à nous préparer à ce type de partenariat, en sachant que tu pars d'un produit, d'une infrastructure qui n'est pas la tienne, et donc tu es dépendant. Et de pouvoir chercher des solutions pour contourner ce type de problème. Moi, je dirais, on a eu déjà à nous préparer quand on a commencé l'expérience avec les telcos sur le mobile banking, et aujourd'hui, l'expérience avec Affosio nous a permis de voir un peu les limites et de pouvoir y travailler. Mais au-delà de ça, c'est d'avoir des équipes en interne dédiées.
qui font du reporting et qui regardent chaque fois les couacs et les bugs qu'il y a et qui ont cette responsabilité de veiller sur la qualité de service et remonter très rapidement les différents problèmes pour qu'on puisse les solutionner au niveau des deux entités. Vous êtes des banques qui accompagnent les assureurs pour booster la croissance et leur donner accès à votre réseau. Alors, en termes d'objectifs, donc les objectifs que vous fixez aux commerciaux, est-ce que vous prenez aussi en considération le fait d'avoir aussi une partie, donc, comme objectif, la commercialisation de produits d'assurance? Parce que si un commercial n'a comme objectif que la commercialisation de produits bancaires, donc je vois pas comment un commercial va donner la priorité pour commercialiser les produits d'assurance. Donc ça c'est une chose. Et il y a aussi une autre question que j'ai reçue des participants, surtout ceux qui sont dans la partie vie. Donc ils ont peur des conflits d'intérêts pour les produits d'épargne bancaire et les produits d'assurance avec un but d'épargne. Ils se posent la question, comment en tant que banquier je vais donner la priorité pour commercialiser un produit d'assurance avec but d'épargne. Donc du coup, c'est mettre la banque en concurrence avec un produit d'assurance. Est-ce que vous avez déjà à faire face à ce genre de réalité et comment vous arrivez à résoudre, trouver une solution par rapport à ça? Mais ce métier évolue au fur et à mesure qu'on ajoute de nouvelles compétences et de nouveaux produits à vendre. Donc les objectifs évoluent aussi en fonction de l'évolution du métier. Nous, pour ce qui est de la rebanque, on a deux parties de l'offre de banque assurance. Donc il y a une partie qui est en inclusion, puisqu'on a fait le choix d'inclure obligatoirement certaines prestations d'assurance, soit dans des packages, soit dans des cartes. Donc c'est-à-dire que quand je consomme ou que j'achète un produit bancaire, il vient d'emblée greffé avec une solution d'assurance. Donc si le commercial vend une solution X ou Y, il y a de toute façon un produit d'assurance qui est adossé. Et puis on a la partie stand-alone, où donc, là c'est la vente d'un produit d'assurance pur qui n'est pas adossé à un produit bancaire. Et pour cette partie-là, on a 76 commerciaux qui sont agréés par l'ARCA pour vendre ces produits. Et là, il y a des objectifs bien spécifiques qui sont déterminés et qui peuvent l'être aussi sur des périodes de campagne où on met l'accent pendant une période donnée sur ces produits d'assurance et on peut organiser des challenges internes pour dire les meilleurs commerciaux, ce genre d'initiative, vraiment pour marquer et pousser les produits d'assurance. Alors il est vrai que ce n'est pas naturel à la base pour les agents de la banque de vendre ces produits-là. Il y a une prise de conscience en interne, mais justement toutes ces fixations d'objectifs, ces challenges, ces périodes de campagne servent à montrer que leur métier, notre métier banquier évolue et que de nouvelles solutions viennent se greffer et qu'il faut aussi les vendre. Voilà. Pour la deuxième partie concernant la dualité entre un produit d'épargne bancaire et un produit d'épargne assurantielle, tout simplement, ça passe par la connaissance de son client, puisque tout dépend de l'objectif de son client. Comme le disait Arsène dans sa présentation, il y a des solutions d'épargne assurantielle qui vont à très long terme, et il y a des solutions bancaires, des fois, qui peuvent être plus rémunératrices, mais qui sont à court ou moyen terme. Donc selon l'objectif du client, selon son besoin, il y a toujours lieu de pouvoir lui proposer un produit qui lui corresponde, qui soit assurantiel ou qui soit purement bancaire. Et ça se détermine en entretien avec le client et en le connaissant. Voilà. Je pense que je vais passer la parole à Arsène pour la suite. Merci. Un grand merci, cher Robert. Je vais peut-être directement partir de la deuxième question en disant, naturellement qu'au début, en nous lançant dessus, il a fallu faire également certains arbitrages, en toute franchise. Je donne un exemple simple. Entre un compte épargne mineur et la prudence éducation, il est tout à fait clair que la prudence éducation va présenter plus d'avantages en termes de rémunération par rapport à un compte épargne mineur. Et donc à un moment, on est en interne, on a pu faire un arbitrage et dire en interne, donc on va plus faire un focus sur la prudence éducation. Donc en retrait, on a mis notre produit en retrait et on a mis en avant un produit d'infusion. Parce qu'effectivement,
Si je ne le fais pas, une autre banque va le faire, naturellement. Et elle va le faire pas que pour les produits des autres assureurs, elle va le faire pour les produits d'Afusur. Parce qu'Afusur, c'est une entreprise à part. On a beau être actionnaire, mais Afusur, c'est une compagnie à part entière, elle prend ses décisions, elle signe avec d'autres banques, qui veulent également s'élancer sur la banque assurance. Donc, naturellement, il a fallu également faire certains arbitrages, comme l'exemple que je viens de vous donner pour montrer que ce n'est pas non plus qu'on essaie de bloquer, mais on sait bien qu'on est sur un marché concurrentiel. Je vous donne un autre exemple pour dire qu'on va même au-delà de la dualité. Aujourd'hui, on parle des bons du Trésor. Et aujourd'hui, les bons du Trésor, derrière la adjudication, pour les bons du Trésor en dollars, sur un an, le taux est de 10,5% l'an. Aucune banque ne fait des placements à ces taux-là. Donc, pour vous montrer que ça va à un autre niveau. Si moi, je n'accepte pas de les vendre, notre banque va le faire. Et si les banques locales n'acceptent pas de le faire, demain, vous aurez des banques d'investissement qui viendront, des banques de gestion de portefeuille qui viendront, c'est spécialisé dans la gestion de portefeuille, qui vont offrir ces produits-là à nos clients. Et donc, je n'ai aucun intérêt à pouvoir dire je fais de la rétention d'informations, parce que si je ne le fais pas, je vais dire peut-être que de l'épargne, encore que quand on parle de ces produits d'épargne au niveau des compagnies d'assurance, quelque part c'est de l'épargne qui revient en partie au niveau du système bancaire. Même si une autre partie remonte, mais quand même une partie revient au niveau des banques. Alors que quand je parle par exemple des bons du Trésor, l'argent ne revient pas dans les banques, ça va directement au niveau du Trésor. Et même à ce niveau-là, nous vendons ces produits. Alors que par exemple avec les bons du Trésor, c'est de l'épargne qui est pompée directement sur le marché. Nous vendons quand même les bons du Trésor à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour nous à pouvoir commercialiser ces produits, mais également tenir compte de la différence. Avec nos compagnies d'assurance, vous avez des produits épargne assurantielle qui sont sur le long terme. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas en termes de placement avec nos propres produits. Et donc il y a déjà, en définissant déjà les produits, il y a un distinguo qui évite déjà ce conflit d'intérêts dans le choix des produits à vendre. La première question, naturellement, travailler sur les objectifs au niveau des commerciaux, ce sont des produits additionnels. Nous nous sommes positionnés comme étant souscripteurs parce que cela ne passe même pas au niveau des commerciaux. C'est directement des produits que nous-mêmes nous positionnons. La provenance des comptes, elle est offerte. Le commercial n'a même pas à l'offrir, c'est directement le client. Donc lorsqu'il passe en agence, on signe. Donc je n'ai pas besoin de mettre une force de vente sur les produits sur lesquels je me suis positionné comme souscripteur. Mais pour les produits que je distribue, naturellement, il y a un intérêt à le faire parce qu'il y a un gain. En tant que banque, en nous lançant dans la banque assurance, c'est parce qu'également on a vu qu'il y avait un créneau additionnel pour pouvoir faire du bénéfice. Donc il y a un intérêt à pouvoir pousser les commerciaux à travailler également sur la vente de ces produits. Par rapport aux produits donc l'assurance, surtout l'épargne, c'est le long terme, plus vous avez un client des assurances dans votre portefeuille, vous êtes garanti que vous l'avez pendant un long moment et c'est une opportunité aussi en interne pour pouvoir lui proposer même d'autres produits bancaires. Donc du coup, c'est quand même un intérêt aussi pour la banque de promouvoir la commercialisation, proposer à la clientèle des produits d'assurance qui sont bien sûr en concurrence, mais ils sont moins volatiles par rapport aux autres produits d'épargne classiques. Donc merci pour ces interventions. Je ne sais pas s'il y a une question. Encore une question? Ok. La première, je ne sais pas si je vais bien la poser, mais je vais quand même me forcer. C'est que c'est sur un petit conflit qui se crée entre le produit bancaire et le produit d'assurance. On va aller rapidement. Donc on a présenté les secteurs des assurances, quelles sont les contraintes, les difficultés rencontrées. On voit aussi l'évolution. La SAR, quel rôle de la SAR pour accompagner la croissance du secteur. Les banques, comment les banques accompagnent la croissance du secteur des assurances. Mais il y a un problème de manière générale, c'est le pilotage commercial et l'animation du réseau. Donc c'est important de pouvoir booster l'apport des banques, mais comment le faire? Pour ce qui concerne les pilotages commerciaux, donc presque tout le monde, donc les acteurs qui ont présenté là, j'ai vu plusieurs éléments de ma présentation. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer, suivre et analyser les performances des processus pour y arriver. Alors, les premiers points, donc il y a des étapes, donc j'en ai choisi 3 pour arriver à piloter donc, de manière efficace
le pilotage commercial, c'est d'abord, tout commence par la définition des objectifs commerciaux. Le plus gros souci, on se lance, on a une campagne, on a une nouvelle activité, on a un nouveau produit qu'on veut lancer, mais on a du mal à définir les objectifs. Donc il faut arriver à définir les objectifs en termes de la stratégie, la vision qu'on sait qu'on cherche à atteindre. Par exemple, des rendez-vous, le nombre de contrats, les chiffres d'affaires, et aussi la qualité du travail, la communication qui est derrière tout ça. Donc ça, ce sont les éléments importants qu'on doit prendre en considération. Alors, le deuxième point, c'est de donner les moyens et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs. Donc ça, c'est aussi un point que peut-être beaucoup d'institutions négligent. On fixe les objectifs, mais on ne met pas les moyens nécessaires pour les atteindre. Quelle stratégie commerciale on adopte? Quel matériel on met à disposition des collaborateurs? C'est bien de fixer des objectifs, mais est-ce qu'on met en place tous les matériels nécessaires? Est-ce que la compagnie d'assurance ou la banque ne fixe pas que les objectifs sont tenus compte des réalités de terrain? Pour ceux qui ont des agences dans des points donc différents, chaque secteur, chaque point a des réalités différentes. Est-ce qu'il y a une certaine flexibilité par rapport au management qui fixe les objectifs en tenant compte de la réalité de chaque terrain? Donc ça, c'est aussi important. On peut bien fixer les objectifs, mais c'est important de voir aussi est-ce que les agences, les agents ont tout ce qu'il faut. Est-ce que ce qu'on fixe comme objectif, est-ce que c'est réaliste par rapport au secteur? Alors, voilà. Et c'est important aussi de mettre en place des plans d'action commerciale qui visent à conquérir de nouveaux clients. Alors, pour accompagner la croissance du portefeuille, on a besoin aussi de conquérir de nouveaux clients. Alors, pour conquérir de nouveaux clients, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que les commerciaux sont motivés? Est-ce qu'on met les moyens nécessaires pour motiver les commerciaux pour arriver à atteindre cet objectif? Ça, c'est un point important. Alors, slide suivant. Est-ce qu'on rappelle donc, la stratégie de l'entreprise? Est-ce que le collaborateur est aligné? Si le collaborateur n'adhère pas, n'est pas aligné, on peut bien lui fixer des objectifs, mais il aura du mal, soit il le fera, voilà, juste parce qu'il y a un suivi, on le suit de près. Il faut veiller à ce que chaque collaborateur puisse adhérer, être aligné par rapport à la vision. L'analyse de la concurrence, ça c'est aussi très important. Alors, qu'est-ce que la concurrence fait? Alors, comment moi je pourrais m'adapter par rapport à cet environnement? Est-ce que j'ai fait correctement mon analyse SWOT? Est-ce que j'évalue mes forces, mes faiblesses? Quelles sont les opportunités qui se présentent par rapport à l'évolution du secteur? Quelles sont les menaces? Donc, tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération si on veut booster la croissance de son portefeuille, on veut booster la force de vente, donc atteindre ses objectifs commerciaux. On se fixe bien des objectifs, mais est-ce que ces objectifs sont spécifiques, sont facilement compréhensibles par les collaborateurs? Est-ce que vraiment, en les fixant, on a bien analysé, évalué qu'ils soient atteignables? Est-ce que ces objectifs sont réalistes? Parce que quand on fixe des objectifs qui sont réalistes, qui sont presque impossibles à atteindre, ça peut décourager les collaborateurs. On fixe des objectifs, mais on est bien conscient que c'est impossible de les atteindre. Vous sponsorisez des événements, est-ce qu'en sponsorisant les événements, vous avez un objectif précis? Quelle cible vous voulez atteindre en sponsorisant? Je donne un exemple, il y a un événement où il y a des grandes entreprises, mais vous ciblez la petite clientèle. D'office, vous avez mal ciblé parce que vous allez sponsoriser, c'est bien beau d'avoir son logo, présenter, voilà, on a sponsorisé tel événement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce sponsoring? Qu'est-ce que vous ciblez? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Aussi important de choisir dans quelle action on veut mener, dans quelle campagne on participe. Définir clairement ces objectifs, c'est important. Et slide suivant. Il est aussi important de définir les indicateurs clés de performance. On peut avoir des objectifs, mais qu'est-ce qui nous permet de nous évaluer, voir si on est performant dans telle ou telle action? Donc c'est important d'avoir une définition des indicateurs qui définissent notre performance. Je vais tout passer, slide suivant. Oui, donc ici, voilà, j'ai présenté quelques indicateurs qu'on peut avoir dans les
les secteurs d'assurance. Par exemple, le nombre des sinistres que nous avons par rapport à telle période, l'évolution des sinistres, les nouvelles primes que nous avons, les primes émises, les primes acquises, les taux, donc le renouvellement. Tous ces indicateurs, il y en a plusieurs que nous avons partagés avec les participants qui ont suivi cette formation. Il y a une très grande liste d'indicateurs qui vous permettent aussi d'évaluer, de voir si vous évoluez dans le bon. Ça vous permet aussi d'adapter votre stratégie. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Tant qu'on n'a pas des objectifs, des indicateurs clés, on ne saura pas évaluer notre performance. Slide suivant. Oui, ça c'est quelques indicateurs, on va présenter. Voilà. Oui, tu peux continuer. Alors, donc les tableaux de bord nous permettent de nous orienter, évaluer notre activité, voir dans quel sens on évolue, nous donner une vision un peu plus large. C'est comme une voiture qui a un tableau de bord qui n'est plus opérationnel. Donc du coup, facilement, on peut directement arriver à une destination qui n'est pas prévue, parce que voilà, notre tableau de bord n'affiche rien. Et quand nous avons un tableau de bord, ce qui est important, on peut bien avoir un tableau de bord, mais quels sont les indicateurs, les éléments que nous avons dans notre tableau de bord? Alors pour les compagnies d'assurance, alors on met plus en priorité les taux de sinistralité, mais il y a plusieurs autres indicateurs qu'on peut mettre sur ces tableaux de bord pour arriver à évaluer la performance de notre activité. Donc les participants qui ont suivi la formation sont des ambassadeurs pour vos compagnies, pour vous présenter tout ce que nous avons comme indicateurs. Voilà, tout avancer. Juste quelques exemples. D'accord. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est pouvoir piloter l'activité commerciale avec un CRM, le développement, la technologie, les moyens. Les secteurs, il est encore nouveau, mais il y a d'autres outils qu'on peut utiliser à la place des CRM digitalisés. On peut avoir un Excel qui arrive à nous donner toutes ces informations. Mettre en place, le plus important, c'est de mettre en place une vue, un outil qui nous permet de voir les actions commerciales, qui nous permet aussi de rester focus sur nos objectifs en termes d'activité, des affaires. Donc, nous permet aussi d'avoir une vue globale sur les prospects qu'on pourrait avoir, les informations sur la clientèle, surtout pour les banques assureurs. Si on a un CRM qui est centralisé, qui permet d'avoir les informations, ça nous permet aussi de voir comment développer d'autres opportunités pour soit innover dans le produit. C'est aussi important. Donc ça, je recommande aussi aux banques qui existent déjà comme produits dans le secteur de banque. Quels sont les produits et quels sont les risques liés? Et chaque risque est une opportunité pour un nouveau produit d'assurance ou un produit d'assurance existant. Donc c'est important de faire cette cartographie pour arriver à cibler les objectifs, et ça permettra aussi de booster la vente parce qu'on a une vue claire sur quel produit on pourra mettre en avant, pour quel produit on pourra mettre l'accent, soit de booster et segmenter les forces des ventes. Donc encore une fois, il faut que ça soit smart. Toujours à chaque fois, c'est poser la question, est-ce que c'est mesurable, c'est acceptable, atteignable, c'est réaliste, c'est temporellement défini, donc tout ça c'est très important. Des banques, pour leur proposer, parler des assurances, leur parler de l'importance de se faire assurer pour tel ou tel produit, quelle assurance pourrait être utile. Donc c'est vraiment l'action qui pourrait être menée par tout le monde, que ce soit la banque, compagnie d'assurance, la SAR et l'ARCA aussi, qui peut accompagner les secteurs. Donc voilà, vite fait, cette masterclass de plus de 2 heures que j'ai essayé de faire passer l'essentiel. Ce n'est pas le but d'entrer dans les détails. Je vous remercie tous pour l'attention et je compte sur les personnes que nous avons formées pour accompagner les compagnies d'assurance dans la croissance. Et pour ceux qui seront du côté de l'assurance, je compte sur vous pour accompagner le renforcement des capacités de vos collaborateurs du côté banque. On est partenaires, essayez de voir que vous êtes formés donc c'est bien que c'est vrai que chaque structure est indépendante, mais quand on se lance dans la banque assurance, chacun a des avantages à tirer de cette collaboration. Je vous remercie tous
Et je pense que c'était important d'avoir cette session avec les participants, les acteurs qui sont déjà impliqués dans la banque assurance et les acteurs qui sont en train d'envisager de se lancer la banque assurance. Et j'espère que vous pouvez continuer à compter sur les FPM, qui est toujours présent pour l'accompagnement, et aussi Crédassure, qui est maintenant acteur dans les secteurs comme centre de formation agréé par l'ARCA. Merci à tous. On va bientôt partager un petit